Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Pascal que je n'avais plus abordé sur ma chaîne depuis un bon moment. Aujourd'hui, j'ai prévu de revenir aux notions de nature et de culture et de convoquer pour cela un auteur qui demeure peu connu sur le sujet puisque Pascal demeure plus souvent réduit à ses réflexions sur la religion ou sur la condition humaine. Pascal, donc, grand philosophe français du XVIIe siècle, dans ses pensées, qui demeurent son ouvrage majeur, aborde de nombreux thèmes, et il y en a bien d'autres que je souhaiterais aborder ici prochainement, et parmi ceux-ci, il y a les thèmes de nature et de culture qui concernent deux fragments que j'ai choisi de réunir ici. On se penchera également sur son texte, Trois discours sur la condition des grands, qui aborde également la dimension relative et contingente de la coutume. Pascal, qui partage avec Montaigne un certain style littéraire très plaisant, partage également une certaine forme de scepticisme à l'égard de ce que l'on nomme la culture, notamment sa dimension naturelle. En effet, lorsque l'on dit d'une culture qu'elle possède une dimension universelle, on sous-entend par là qu'elle vaut plus que toute autre culture, ou tout du moins que c'est elle qui devrait s'imposer face aux autres, et donc qu'elle est légitimement naturelle. Or, il faut rappeler le cadre de réflexion de Pascal qui est celui des pensées pour mieux comprendre la portée de ses réflexions sur la culture. Pascal écrit ses pensées pour faire se sentir mal à l'aise le non-croyant pour le conduire à la conversion. Il s'agit d'une apologétique en faveur de la religion chrétienne. De fait, l'homme ne pourra jamais disposer d'une connaissance absolue de ce qui est juste ou bon en ce monde à cause de son imperfection liée au péché originel. C'est un être misérable dont le seul salut ne peut provenir que de Dieu, raison pour laquelle il doit se tourner vers lui et s'employer à étudier sa parole. C'est très important de le rappeler pour comprendre toute l'originalité et la portée de la réflexion pascalienne sur l'ensemble des lois et des mœurs qui constituent la culture d'un pays, car contrairement à un autre théologien comme Thomas d'Aquin, qui quelques siècles avant Pascal aurait souhaité que le pouvoir temporel se règle à partir d'un pouvoir spirituel transcendant, toute forme de transcendance divine liée à une connaissance claire de Dieu est vaine. Le cœur de l'homme est corrompu, et seuls quelques rares élus peuvent être touchés par la grâce divine et avoir la foi, dans la perspective janséniste de Pascal. Il faut donc considérer les règles et coutumes d'un pays comme étant strictement relatives et liées à l'arbitraire de quelques hommes, bien qu'étant nécessaires au vivre ensemble d'une communauté. Je rappelle aussi en passant, avant d'en arriver à l'idée qui va nous intéresser particulièrement ici, que l'on retrouve chez Pascal une grande théorie qui est celle des trois ordres, celui du cœur permettant l'accès à Dieu au premier principe mathématique, l'ordre de la raison, qui permet la démonstration logique et mathématique, et l'ordre des sens, lié aux observations, dont j'ai déjà parlé ailleurs pour plus de détails ou de précisions sur ce point. Si on se demande d'où provient la culture, comme civilisation et ensemble des coutumes créant des codes, que les membres appartenant à une même communauté reconnaissent comme les leurs, il est clair que ça ne peut pas provenir du cœur puisque ces principes sont humains et n'ont rien de divin. Contrairement à la parole de Dieu, ils sont temporels, par ailleurs, et sont amenés à périr avec le temps. Cela ne peut pas provenir de la raison puisqu'une coutume ne se démontre pas, elle est liée à l'accoutumance et à une forme de tradition qui se perpétue sans que le raisonnement ne puisse justifier l'origine exacte ou la validité d'une coutume. Enfin, une coutume n'est pas liée à une connaissance empirique, mais d'après Pascal, il est possible d'expliquer sa provenance de l'imagination humaine. Et par ailleurs, c'est bien dans le cadre de notre vie en communauté que nous pouvons observer les différents usages et coutumes qui constituent une culture. L'imagination de l'homme vient en renfort pour aider l'homme à développer des artifices. Elle nous permet de combiner différentes images provenant de notre expérience certes, mais chez Pascal, c'est avant tout
une capacité qui permet de créer des artifices et de donner de la valeur à ce qui n'en a pas en soi, puisque rien dans ce bas monde ne peut avoir de valeur en tant que tel. L'exemple qui exprime à merveille cette idée de Pascal est celui du respect de la noblesse, que ce dernier développe brillamment dans ses 3 discours sur la condition des grands, justement. En gros, Pascal nous dit que le pouvoir des nobles étant héréditaire, il n'a rien de nécessaire et qu'ils n'ont aucun mérite à gouverner. Ils sont là uniquement pour éviter que l'on pense qu'il n'y a aucun ordre et pour éviter que ça ne soit le chaos. Toute justice véritable et universelle dans sa portée, si tant est qu'il y en ait une, ne viendrait aucunement des hommes, du fait de leur trop grande imperfection. Dans un passage célèbre, Pascal développe un exemple lié au respect du noble, sous prétexte qu'il porte un habit lié à un haut rang social. La couronne ou les vêtements portés par la noblesse ne symbolisent la grandeur que parce qu'on a imaginé qu'ils allaient de pair avec cette grandeur. Vous voyez, c'est notre imagination qui associe le vêtement en question à la grandeur sociale et à la royauté ou au haut rang de cette personne. Notre imagination nous fait artificiellement croire en la valeur d'une personne à partir de ce qu'elle porte comme vêtements ou de ce qu'elle dégage par son apparence. Parce que c'est dans la coutume et que nous sommes accoutumés à considérer que telle ou telle chose a de la valeur. Cet accoutrement m'amène à m'incliner, en guise de politesse, certes, mais selon Pascal, la politesse ou le respect dû aux grands n'ont rien de naturel ou de légitime en soi. Ils sont nécessaires à la préservation d'un ordre social et d'une hiérarchie apparente qui va de pair avec cet ordre. Mais en aucun cas, il ne serait juste que le noble veuille être respecté pour autre chose que le fait qu'on se l'imagine nécessaire à un certain ordre social hiérarchisé. Il n'a aucune valeur en soi et demeure un homme comme les autres. Ce sont simplement les codes qu'il montre et incarne que l'on s'est imaginé comme étant dignes d'une grande valeur. Et puisque l'imagination, selon Pascal, possède un grand pouvoir et qu'elle laisse place à la fantaisie, il est logique que ce soit elle qui soit à l'origine d'une culture et de la pluralité des cultures. La pluralité des cultures existantes, nous dit Pascal, est le fruit même de l'imagination humaine, qui n'a rien d'une faculté rationnelle. Sinon, nous pourrions de façon mathématique, ou par démonstration, nous entendre sur des coutumes universelles, et la diversité de celles-ci d'un pays à l'autre serait inexistante. Or, notre imagination est tellement riche, en tant que faculté à produire des artifices, que nous en venons à constater un grand nombre de coutumes artificielles qui ne sont là que pour sauver les apparences en quelque sorte, et faire croire à l'homme qu'il possède de vrais principes ayant de la valeur lorsqu'ils s'organisent, alors qu'en réalité ils sont creux, momentanés et périssables. C'est le sens de cet extrait des Pensées que je vais à présent citer. J'ai vu tous les pays et hommes changeants, et ainsi, après bien des changements de jugement touchant la véritable justice, j'ai connu que notre nature n'était qu'un continuel changement, et je n'ai plus changé depuis. La coutume ne doit être suivie que parce qu'elle est coutume, et non parce qu'elle est raisonnable ou juste, mais le peuple la suit par cette seule raison qu'il la croit juste. Fin de citation. On constate donc ici que, selon Pascal, si nature il y a, celle-ci est un changement continuel. Ce qu'il y a d'immuable chez l'homme, c'est précisément que rien ne l'est véritablement, on pourrait dire. La coutume n'a rien de raisonnable ou de juste. On ne fête pas Noël, pour prendre un exemple concret, qui n'est pas de Pascal mais de moi, parce que l'on croit sincèrement que le petit Jésus est né dans une étable en plein froid de canard à une date invraisemblable, ou parce que l'on serait un païen et que l'on souhaite laisser libre cours à un paganisme que l'on estime être le Noël d'origine. On fête pas Noël pour ça, on fête Noël parce que l'on s'imagine que c'est une coutume valable
qui permet de se retrouver en famille et de se faire des cadeaux une fois par an, et que l'on est accoutumé à faire ainsi depuis l'enfance. Si vous refusez de fêter Noël parce que vous estimez que c'est une fête païenne, commerciale ou que la date du 25 décembre ne correspond pas à la naissance du Christ, c'est que justement votre imagination est en décalage avec l'imagination collective de la culture à laquelle vous appartenez, qui accorde de la valeur à cette fête, dont la dimension est avant tout sociale et collective. Mais précisément, le fait que certains puissent ne pas accorder de la valeur à une coutume, Noël dans mon exemple, et ne pas vouloir la suivre, prouve la dimension factice et artificielle propre à la coutume. Elle peut ne pas aller de soi et ne pas s'imposer comme une évidence. De fait, culture et nature semblent difficilement séparables, car rien ne semble naturel dans cette perspective. Il n'y aurait que des coutumes artificielles se succédant à travers le temps, et leur pluralité est la meilleure preuve qu'elles sont issues de l'imagination humaine et qu'aucune n'a plus de valeur qu'une autre dans cette perspective qui induit un relativisme strict au niveau culturel. Pascal nous dit la chose suivante dans cet extrait troublant, je cite « Qu'est-ce que nos principes naturels sinon nos principes accoutumés ? Et dans les enfants, ceux qu'ils ont reçus de la coutume de leur père, comme la chasse dans les animaux. Une différente coutume nous donnera d'autres principes naturels. Cela se voit par expérience. Et s'il y en a d'ineffaçables à la coutume, il y en a aussi de la coutume contre la nature, ineffaçable à la nature, et à une seconde coutume. Cela dépend de la disposition. Les pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface. Quelle est donc cette nature sujette à être effacée ? La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Mais qu'est-ce que la nature ? Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle ? J'ai peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. Fin de citation. Dans cet extrait bref mais puissant, comme beaucoup d'autres venant de Pascal, on retrouve l'idée forte selon laquelle la culture et la nature ne se différencient pas réellement. En tout cas, elles se différencient que par un ordre chronologique, pourrait-on dire. Et naturel, ce qui est premier chez l'homme, ce qui vient d'abord et ce qui est ancré universellement en lui. Or, il n'existe aucun principe qui soit réellement naturel selon cette logique. Et la nature et la culture demeurent impossibles à séparer, car les principes naturels sont des principes accoutumés. Ce qui nous paraît naturel, saluer les personnes que nous connaissons lorsque nous les apercevons par politesse par exemple, ne l'est que par accoutumance. Ce qui donne lieu à la coutume, c'est l'habitude. La transmission et la répétition des coutumes qui leur donnent de l'importance et qui font que nous n'avons aucun recul vis-à-vis de celles-ci au point de les croire naturelles. Et naturel, ce qui précède la culture et lui est antécédent. Mais qu'est-ce que la nature si ce n'est une culture antérieure dans ce cas précis ? La culture, transmise au fils par le père qui éduque son enfant, a autant de solidité et de dimension naturelle que l'amour des enfants pour leurs parents. Ils craignent que cet amour ne se défasse à travers le temps, car il n'est qu'une construction lui aussi. Si Pascal prend l'exemple de l'amour des enfants pour leurs parents, ce n'est pas anodin, car on pourrait raisonnablement se dire que s'il y a au moins une chose de naturel qui ne varie pas selon les coutumes, ce sont bien les sentiments familiaux qui permettent la cohésion au niveau familial. Et bien là encore, ce n'est qu'une pure construction, car l'éducation consiste à faire en sorte que l'enfant s'imagine son père comme un modèle à suivre et une personne respectable. Si l'amour de l'enfant était naturel, les parents n'auraient pas cette crainte de l'ingratitude ou de l'effacement de ce sentiment chez l'enfant avec le temps. Voyez ? Si des principes dits naturels, différents, avaient émergé, ils auraient donné lieu à des coutumes différentes. Et la coutume est une seconde nature détruisant la première dans la mesure où elle s'impose comme la règle à suivre qui semble aller de soi en société pour régir nos actions,
mais cette règle est une seconde nature dans le sens où elle arrive après une première nature qui était elle-même une coutume. Autrement dit, il n'y a pas de coutume naturelle pour Pascal car il n'y a pas de culture qui soit valable universellement pour tout être humain, et notamment à travers le temps. La meilleure preuve de la dimension artificielle et relative des coutumes qui constituent la culture étant qu'elles sont nécessairement amenées à périr à travers le temps et qu'aucune ne soit immortelle. La nature est une première coutume et cela signifie qu'aucun fondement culturel n'est naturel. Si on suit la logique de Pascal, qu'y avait-il avant la culture française que l'on connaît ? Une culture gauloise d'origine celte, bien différente de celle que nous connaissons, et il est certain que cette culture était elle-même précédée par une autre culture, chaque peuple subissant des transformations culturelles à travers le temps. Chérir sa culture, son patrimoine est tout à fait humain, mais en même temps, ces faits humains sont le produit de l'imagination humaine et sont des constructions nécessairement amenées à périr. Séparer culture et nature devient impossible car nous ne connaissons aucune culture naturelle à proprement parler, et la seule chose naturelle et immuable propre à la culture, c'est le fait qu'elle soit changeante à travers le temps, si bien que lorsque l'on cherche à comprendre ce qu'il y avait avant, lorsque l'on cherche à comprendre ce que serait un état de nature non culturel, eh bien on retombe sur une culture ancestrale et millénaire. Si on se base sur ce que dit Pascal, on pourrait être amené à penser que l'homme est un être intégralement culturel, si bien que vouloir le connaître autrement ou indépendamment d'une coutume quelconque est vain. Ce qui nous paraît naturel n'est jamais rien d'autre que ce qui est premier et antérieur, et qui relevait déjà de la coutume. Les coutumes ayant toujours existé pour permettre à l'homme un semblant d'organisation sociale et de codification élémentaire, permettant à ce dernier sa survie. Le problème que l'analyse de Pascal laisse en suspens, c'est précisément de savoir si, à défaut de pouvoir se prononcer sur l'universalité d'une culture, on peut au moins se prononcer sur sa valeur. Certes, elles sont artificielles et utilitaires, mais certaines cultures remplissent-elles mieux leur fonction que d'autres en préservant de la meilleure façon un ordre social apparent ? Si les cultures sont issues de l'imagination de l'homme, y a-t-il des critères qui lui sont propres et qui, à défaut d'être parfaits, lui permettraient de hiérarchiser les cultures ou tout du moins de déterminer celles qui sont des exemples à privilégier afin de parvenir à un vivre ensemble qui soit davantage durable ? C'est ce point qu'il nous faudra considérer prochainement avec un auteur déjà évoqué mais jamais étudié sur cette chaîne et qui précède Pascal d'un siècle. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine fois.